And I think that the country owes you a great debt of gratitude, and the world really, because I mean you're the only leader in the planet that can bring the two sides together to bring an end to this conflict, and that's what you've done, and you've done it despite you know, impediments from other countries and others who maybe have different opinions about how this should go, but bon, cette fois-ci c'est officiel les gars, hein. Même à Washington, ils ne peuvent plus le voir. Mais écoutez ce que vient de dire Marco Rubio, sénateur américain. Si vous n'avez pas eu le temps de lire les sous-titres, je vous cite la phrase qui tue. Trump essaie de réunir la Russie et l'Ukraine malgré les obstacles posés par certains pays et certaines personnes. Alors, il n'a pas cité de nom, hein, parce que bon, ça ne doit certainement pas se faire en diplomatie, j'en sais rien. D'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Tout le monde a bien compris de qui et de quoi il parlait. Il parlait d'une part donc de l'Union européenne et d'autre part, il parlait d'Emmanuel Macron. Et c'est pas une formule en l'air, puisque c'est du vécu, c'est du concret et c'est du factuel. Parce que depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'Europe et particulièrement Paris et Berlin qui ont systématiquement tout bloqué. Toute tentative sérieuse de désescalade a été bloquée. Et donc, puisqu'il faut être précis et il faut être quand même honnête, il faut parler toujours de manière factuelle, je vous ai fait une petite recherche et voici les faits dans l'ordre chronologique. Donc, on est déjà premièrement en mai 2023. Donc, on a Emmanuel Macron qui rejette de manière très claire tout cessez-le-feu sans condition. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des diplomates américains, turcs et israéliens qui tentent de créer un terrain de discussion pour justement obtenir au moins un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. Et l'objectif de ce cessez-le-feu était de limiter les pertes civiles, ouvrir des couloirs et créer un premier pas peut-être vers la paix. Alors Macron, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a répondu sèchement depuis l'Élysée, depuis son palace, pas de gel du conflit, pas de pause, pas de paix, sans retrait total des troupes russes. Fin de citation. Donc si je comprends bien, même pour sauver des vies, c'est non. On adopte une ligne dure et on bloque tout de manière la plus nette. Ensuite, on arrive en septembre 2023. Et là, c'est un rejet total d'un plan de neutralité pour l'Ukraine. Alors il y a eu des canaux américains, donc avec la Turquie en appui, qui proposaient un compromis. L'Ukraine reste indépendante, elle ne rentre ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne et en échange, la Russie se retire aux frontières de 2021 avec des garanties internationales. Moscou à ce moment-là n'était pas du tout contre-discuté, mais Berlin et Paris, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, explosent la proposition en vol. Le message a été net, l'Ukraine choisira seule son avenir, y compris l'OTAN. Donc traduction, pas de compromis, pas de neutralité. Encore une occasion torpillée, circuler, il n'y a rien à voir, on préfère la guerre. Ensuite, on arrive en mai 2024, et donc là, Macron est à Bratislava. Et là, c'est la guerre jusqu'à la victoire. Donc là, il est devant ses alliés et il le dit de manière très cash, très claire. Nous devons soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, pas jusqu'à la négociation. Et là, tout est dit. On ne cherche pas à finir la guerre, on cherche à gagner la guerre. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un compromis devient une trahison. Et donc nous voilà en février 2025. Et là, la trêve humanitaire proposée est totalement rejetée. Donc on a des diplomates américains qui relancent une pause militaire temporaire pour évacuer les blessés, reconstruire certaines infrastructures peut-être, essouffler un petit peu. Eh bien Macron refuse encore. Pas de pause, pas de négociation sous la pression. À chaque fois, il a une bonne excuse. Donc même une trêve partielle, même pour souffler un peu, eh bien c'est non. On est dans le blocage constant. Et donc on arrive là en mars 2025, l'accord sur la fameuse mer Noire, là, donc sabordé par l'Europe. Donc on a Washington, Kiev et Moscou qui sont prêts à se mettre d'accord donc, pour cesser les frappes en mer Noire. Le but c'est sécuriser les navires civils, calmer un petit peu le jeu maritime, mais la Russie demande un truc quand même en retour, un assouplissement des sanctions sur ses exportations agricoles, rien de délirant. Les États-Unis sont prêts à en discuter. Et là on prend les mêmes, on recommence, donc Macron, Von der Leyen, etc., tout ça là qui débarque en meute. Je cite, « Jamais de levée de sanctions tant que la Russie n'a pas changé radicalement. » Donc même un accord partiel qui est utile, humanitaire, est bloqué juste par principe. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la Russie a balancé une centaine de drones sur l'Ukraine. Donc Zelensky est furieux et Macron rejoue la partition du soutien inébranlable. Ils font tout pour que ça continue. Et Macron, qui a lui-même torpillé l'initiative 24 heures plus tôt, réaffiche un soutien inébranlable. Et donc c'est pour ça que Marco Rubio a balancé que Trump avance malgré les obstacles. Et tu sais quoi? Il a raison. À chaque étape, chaque avancée, il y a eu une main tendue et une claque européenne. Une médiation et un veto franco-allemand. Une ouverture et un blocage.
C'est pas une coïncidence, on est sur une stratégie bien huilée. L'Union européenne ne veut pas que ça se termine. Rappelez-vous ce que je disais, c'est une bonne excuse pour eux, hein. Pour plus d'Europe. Elle veut que ça dure, cette Union européenne, juste assez pour garder le contrôle, mais jamais assez pour que ça s'apaise. Et Macron est en première ligne, c'est le fer de lance de cette hypocrisie permanente. Et donc après, il vous explique qu'ils veulent défendre la paix. C'est pour ça que je vous parle d'une hypocrisie permanente, parce que lui-même, qui dit il veut défendre la paix, préserver la paix ou je sais pas quoi, regardez tout ce que je viens de vous citer. À chaque fois qu'il y avait une avancée vers une désescalade, et je parle même pas de paix, hein, eh bien, à chaque fois, il bloquait et il était le premier à bloquer. Alors, tu pourrais être tenté de croire que c'est de l'incohérence, que c'est une erreur, etc., etc. Non, non, non. Macron n'est pas incohérent. C'est pas de l'incohérence, c'est pas une erreur ou des erreurs, c'est une stratégie. Parce que ce que les gens ignorent, pour la plupart, c'est que l'Union européenne fonctionne comme ça depuis 70 ans. C'est ce qu'on appelle le spillover effect. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est une idée de monsieur Jean Monnet, qui est l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. Et ça, faut que chacun le comprenne. Jean Monnet a toujours su qu'on construirait jamais une Europe politique d'un seul coup. Alors il a pensé à un truc très simple. On commence par des petits domaines techniques et on laisse ça déborder tranquillement. Un secteur va appeler l'autre. Et à la fin, tu as un truc global que tu n'as jamais voté. Et les exemples sont concrets. En 1951, on crée la CECA ou la CECA, donc charbon et de l'acier. Pourquoi? Pour empêcher la guerre, soi-disant. Mais une fois qu'on mutualise ça, eh bien, il faut aussi des règles communes et une autorité supranationale. Et ça déborde sur le reste de l'économie. En 1957, tu as le marché commun, donc liberté de circulation des biens, des capitaux, etc. Mais si les monnaies bougent dans tous les sens, bah, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut commencer à penser à créer une monnaie commune. On crée l'euro. Et pour l'euro, il faut une banque centrale et des critères budgétaires. Encore un débordement. Tu veux supprimer les frontières intérieures? Ah bah oui, bah très bien. Il faut alors contrôler ensemble les frontières extérieures. Bah oui. Donc l'Europe se met à faire quoi? À faire des lois sur les visas, l'asile, l'immigration. Encore une fois, ça déborde. Et pendant le coco, bah c'est la même chose. À la base, chacun fait sa sauce, mais très vite, bah, y a un plan de relance européen de 750 milliards. Financé comment? Bah, par de la dette commune, voyons. Résultat, euro-obligation, budget européen. Et encore un pas vers quoi? Vers l'intégration totale, sans aucun débat démocratique réel. Et tout ça, Jean Monnet l'avait prévu et il l'avait même écrit. Il avait écrit, je cite, « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » Traduction, chaque crise est une opportunité pour pousser plus loin. Chaque blocage, chaque veto, chaque refus de négocier, ça crée une tension. Et la seule réponse qu'il propose, c'est quoi? C'est plus d'Europe et moins de nations. Donc quand Macron bloque une trêve, sabote un accord ou joue les durs, c'est pas de l'arrogance, c'est pas une erreur, c'est de l'ingénierie. Ce type, il applique une stratégie, il applique la vieille méthode de Jean Monnet. Refuser la paix pour imposer l'unité. Parce que quand tu te préoccupes vraiment de la vie des Ukrainiens, tu acceptes quelques compromis quand même. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous apercevez que c'est comme ça qu'on se retrouve sans s'en rendre compte, avec une union qui se centralise à chaque crise, sans vote, sans débat, juste par débordement. Voilà la vérité, les amis. C'est pas une guerre qu'ils veulent finir, c'est une machine qu'ils veulent faire tourner pour arriver à leur fin. Plus d'Europe, éliminer les nations et avoir une Europe fédérale avec un pouvoir supranational et que les nations deviennent des régions. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, commentez-la s'il vous plaît, likez-la pour qu'elle prenne un petit peu de force et que ceux qui font dodo encore ou qui sont sous anesthésie générale se réveillent enfin. Merci, bonne journée.